Alors, avant de commencer avec une bonne introduction bien comme il faut, je me dois en préquel de faire une petite parenthèse concernant la vidéo précédente. Donc, tout d'abord, concernant les nouveaux abonnés venant d'embarquer, bienvenue à bord, et laissez-moi vous dire que même si je ne sais pas encore exactement quelle est notre destination, je peux vous dire que l'on y va. Alors, je sais que cette vidéo était censée porter sur le fonctionnement d'une idéologie, mais, j'ai décidé, pour des raisons tactiques, bien que celle-ci soit déjà écrite et en partie montée, de la garder de côté. En effet, ce sujet portant tout particulièrement mon intérêt, j'ai préféré attendre de voir mon audience monter, et c'est donc pourquoi j'ai opté pour une vidéo plus facile à digérer dans le but de fédérer un plus grand nombre d'abonnés. Nice. C'est donc en résumé pour ratisser quelques viewers supplémentaires que j'ai décidé de m'attaquer à ce sujet en premier, afin de réserver mes analyses les plus poussées lorsque je serai en mesure de toucher un plus grand nombre d'abonnés. Mais rassurez-vous, bien qu'en apparence le sujet traité ici paraisse plus trivial, il n'en est pas moins intéressant et je l'espère suscitera dans la section commentaires, comme la dernière fois, la création de contre-arguments éclairés sur la forme ou le fond. Je reviendrai sur les commentaires en fin de vidéo. Donc ne vous refroidissez surtout pas, la vidéo sur le fonctionnement d'une idéologie arrive en suivant de celle-ci. Maintenant, sans plus attendre, il est temps d'introduire notre sujet. Vous voyez, plus vraiment le temps pour une intro. J'ai nommé Antoine Daniel. Ah, Antoine Daniel, il est l'un de ces créateurs m'ayant à l'époque réconcilié un temps avec le YouTube francophone. En effet, personnalité capable de sublimer un concept ultra basique, répétitif et lassant comme celui de Ray William Johnson, en sortant en permanence des sentiers battus pour nous entraîner dans l'absurde et le malaise, il est celui ayant fait le pont entre cette culture du mème et de l'humour trash et absurde typiquement anglophone que l'on retrouve sur 4chan, pour le faire passer, donc cet humour, de l'autre côté de l'Atlantique, chez ceux parlant le croissant. Beaucoup pourraient croire qu'il ne s'agit que d'un youtubeur lourd et vulgaire, mais comme pour South Park, il fait partie pour moi de ces filtres repoussant les médiocres, en effet ceux-ci se bouchant le nez de façon méprisante, relayant ce genre de contenu à de la puérilité pure, ne comprenant pas qu'il puisse exister plusieurs niveaux de lecture et que le génie peut prendre bien des formes et parfois extrêmement peu orthodoxes. Antoine Daniel, un génie? Oui. Mais un génie de l'humour absurde. Hey. Cet humour qui est la racine, l'essence même du dank meme. Création merveilleuse d'internet synthétisant l'humour à sa forme la plus simple et pouvant susciter l'hilarité avec une seule image, un seul bruit ou une courte vidéo. Bien que beaucoup, si ce n'est la majorité, soient extrêmement sensibles à cet humour, paradoxalement, peu en comprennent les codes et les origines. Beaucoup s'y essaient, mais la majorité s'y échoue lamentablement. Antoine Daniel, lui, a fait bien plus que de savoir manipuler, créer et façonner cet humour si particulier. Antoine Daniel est celui qui, comme dit précédemment, a réussi l'exploit de le transformer et le populariser de façon massive dans le YouTube francophone, devenant l'un des disciples les plus créatifs et assidu de l'humour absurde. Alors maintenant, pour comprendre la racine de ce qui provoque chez nous cette hilarité dans l'absurdité soudaine des mèmes, il va falloir faire un peu de physiologie sur le fonctionnement du cerveau. Mais rassurez-vous, je vais m'assurer que tout le monde comprenne le plus clairement possible en adoptant une forme succincte emplie d'analogies tirées de l'excellente encyclopédie du savoir relatif et absolu. Donc, concernant le mécanisme du rire, l'humour ou le rire est provoqué par un accident dans le cerveau. En effet, une information bizarre ou paradoxale est reçue par les sens, mais ne peut être digéré par le cerveau gauche, celui qui compte, raisonne et contient l'esprit logique. Pris de court, il se met automatiquement en panne et transmet l'information parasite au cerveau droit, le cerveau, disons, intuitif, artistique et poétique. Celui-ci, de son côté, ne sachant que faire de ce colis piégé, envoie un flash électrique qui neutralise le cerveau gauche et lui laisse le temps à lui, cerveau droit, de trouver une explication artistique personnelle. Cet arrêt momentané de l'activité du cerveau gauche, toujours omnisurveillant, entraîne aussitôt un relâchement cérébral et l'émission d'endorphines. Plus l'information est paradoxale et gênante pour le cerveau gauche, plus le cerveau droit va envoyer un flash puissant qui provoquera une importante émission d'endorphines. En même temps, comme un mécanisme de sécurité qui relâche la tension provoquée par l'information indigeste, tout le corps participe à l'effet décontractant. Les poumons rejettent de l'air d'un coup, phénomène d'expiration accélérée qui est le début physique du rire. Ce qui entraîne une crispation et une décrispation par saccade des muscles zygomatiques du visage, de la cage thoracique et de l'abdomen. Plus en profondeur, les muscles cardiaques et les viscères sont agités de spasmes qui produiront un massage intérieur décontractant l'ensemble du ventre au point de relâcher parfois les sphincters.
Pour résumer, le mental ne pouvant digérer une information inattendue, paradoxale ou exotique, se neutralise lui-même. Il bascule en mode panne, il disjoncte. Et cet accident est finalement l'une de nos plus curieuses sources de plaisir. Paradoxalement, plus une personne rit, plus son état de santé s'améliore. En effet, cette activité ralentissant le vieillissement en diminuant radicalement le stress et le taux de radicaux libres. Pour revenir très vite sur les deux hémisphères dans le rôle du rire, imaginons ceci. Si l'on déconnecte les deux hémisphères cérébraux et si l'on présente un dessin humoristique via l'œil droit. Alors quand je dis œil droit, je parle des régions de la rétine situées à la fois dans l'œil gauche et dans l'œil droit qui sont reliées au tractus optique de l'hémisphère droit. En effet, un œil a sa rétine divisée en deux, l'une pour le cortex visuel gauche et l'autre pour le cortex visuel droit. Je ferai peut-être une vidéo expliquant tout ça de façon à recycler tout le taf que j'ai pu abattre dans mes études sur l'achromatisme, histoire de rebalancer ces belles diapos déjà prêtes. Donc, si l'on présente un dessin humoristique via les zones de la rétine traitées uniquement par le cortex visuel de l'hémisphère droit, tandis que l'œil gauche ne voit rien, le sujet rira. Mais si on lui demande pourquoi il rit, le cerveau gauche, n'en sachant rien et ignorant la blague, il intentera une explication à son comportement et dira par exemple « parce que la blouse de l'expérimentateur est blanche ». Donc expérimentateur montrant l'image au cerveau droit invisible pour le cerveau gauche. Fermez les parenthèses et que je trouve cette couleur hilarante. Le cerveau gauche invente donc une logique dans le comportement parce qu'il ne peut admettre d'avoir ri ou bugué pour rien ou quelque chose qu'il ignore. Mieux, après la question, l'ensemble du cerveau sera convaincu que c'est à cause de la blouse blanche qu'il a ri et il oubliera le dessin humoristique présenté au cerveau droit. Le cerveau gauche exerce en effet un règne tyrannique sur le droit. Celui-ci, le gauche, se doit donc de tout transformer et tout ramener à une construction logique, même pour les rêves. Le gauche finira, avec le temps, par réécrire l'histoire du souvenir du rêve de manière à ce qu'il s'intègre à une histoire entre guillemets cohérente, donc c'est-à-dire avec une unité de temps, un lieu d'action, etc. qui, au fur et à mesure que la journée va s'écouler, va devenir un rêve très logique. Nous sommes en permanence en état de perception d'informations incompréhensibles et interprétées et déformées par notre cerveau gauche. Cette tyrannie de l'hémisphère gauche est cependant un peu difficile à supporter, d'où cette addiction à cette recherche permanente de l'humour, qui n'est autre qu'un moyen pour l'hémisphère droit de reprendre la main très brièvement et d'imposer sa vision des choses non logiques pendant un très court instant, en mettant le cerveau gauche en mode panne, en le faisant bugger. On peut voir l'humour et le rire comme une revanche du cerveau droit sur le gauche, le seul moment où le cerveau droit peut enfin, pour un court instant, s'exprimer et prendre le contrôle en mettant, comme dit précédemment, le cerveau gauche en mode panne. On peut résumer l'humour à une private joke du cerveau droit non comprise par le gauche, que l'on peut comprendre sur le moment, car avec le temps qui passe, le cerveau gauche réécrira le souvenir à sa sauce, car non capable de comprendre la logique du raisonnement du cerveau droit. C'est donc, de mon point de vue, pour cela que les humoristes sont si intéressants, car, en effet, un vrai humoriste, ou un artiste d'une façon générale, est une personne ayant réussi à comprendre, ou plutôt à faire comprendre au cerveau gauche, donc en partie, le fonctionnement du cerveau droit, et à dompter le gauche pour que celui-ci ne réécrive pas tout à sa sauce, en déformant les réalités paradoxales et absurdes exemptes de logique. Donc maintenant, je pense que vous avez saisi la racine de cet humour absurde, enfin, entre guillemets, de tous les humours. Et je l'affirme, Antoine Daniel est un spécialiste pour façonner ce genre d'humour. D'où l'aberration de vouloir s'attarder sur des formats nécessitant une trame, un fil rouge, comme c'est le cas dans la narration d'une histoire. En effet, la trame oblige l'auteur à rester englué dans celle-ci, pour ne pas trop digresser. D'où l'impossibilité de partir trop loin dans l'absurde. La trame bridant la digression et la rêverie, l'absurdité n'arrive donc jamais à éclore. Le cerveau droit n'a donc pas assez de carburant pour avoir l'énergie de faire bugger le gauche. Donc, l'hilarité ne vient pas. Je ne comprends absolument pas pourquoi Antoine Daniel méprise tant ce pourquoi il est génial. Je ne comprends pas cette volonté de devenir un scénariste, un auteur ou un réalisateur. Je ne pourrais pas dire que Antoine Daniel est mauvais dans ces domaines, mais il n'est pas génial. Tout de ses courts-métrages et de cette série audio contraste de médiocrité en comparaison de ses rêveries absurdes quand celles-ci ne sont pas bridées par une trame de fond ou par un fil rouge. Par contraste, Clyde Vanilla paraît extrêmement plat et basique, sans une once de génie.
Donc, maintenant, pour me concentrer sur Clyde Vanilla en faisant abstraction de son auteur qui est Antoine Daniel, étant moi-même extrêmement friand de séries audio et ayant littéralement grandi avec le donjon de Naalbuck, qui entre parenthèses a repris à merveille les codes des 2 minutes du peuple de François Pérusse dont il s'inspire, fermez la parenthèse, et en mettant également sur la même lignée délecté de Reflets d'Acide avec sa prose extrêmement travaillée, avec des dialogues et des échanges entre les personnages d'une grande subtilité et ne tombant jamais dans le lourdingue, pour ne citer que ces deux-là, je peux vous dire que, en plus du contraste cité précédemment avec le contenu entre guillemets classique de la chaîne de Antoine Daniel, s'ajoute ce contraste qui amplifie le côté raté de Clyde Vanilla. En effet, comment quelqu'un de relativement impartial pourrait mettre au même niveau Clyde Vanilla et Reflets d'Acide? En effet, Clyde Vanilla, donc pour ne pas citer la prose banale et les rêveries d'Antoine Daniel tombant à l'eau lourdement en se prenant le museau dans la trame de l'histoire, le rythme est bien trop rapide. En effet, à titre de comparaison, donc dans Reflets d'Acide, les principaux protagonistes, le contexte et le monde dans lequel l'histoire évolue, tout ça sont présentés dans le premier épisode en plus de 10 minutes, contre 2 minutes pour Clyde Vanilla. Dans un livre audio, les temps morts sont presque aussi importants que les dialogues des personnages. Le descriptif de l'univers, quant à lui, est bien plus important que les dialogues ou l'histoire en elle-même. Et malheureusement, dans Clyde Vanilla, les silences sont exempts et le narrateur ne fait pas son taf de mise en abîme. On ne rentre pas naturellement dans le monde de Clyde Vanilla sans une dose extrême de bonne volonté. Donc maintenant, concernant les retours dans les commentaires, on peut vite remarquer que ceux construits et argumentés sont du côté des détracteurs. En effet, ceci n'étant pas dans une logique de cassage de sucre, mais bien dans l'argumentation pour tenter d'expliquer en quoi Clyde Vanilla ne leur a pas plu, en essayant de mettre par écrit leur frustration qui n'est autre, de mon point de vue, qu'un appel inconscient ou conscient à ce que Antoine Daniel retourne à un format dénué de trame, d'où une masse très importante de son audience appelant à un retour à What the Cut, qui contrairement à ce que l'on pourrait penser, ne découle pas d'une haine du changement et de la nouveauté, mais bien, comme dit précédemment, d'un appel inconscient pour que Antoine rétablisse un format dénué de fil rouge. Ce que je dis est facilement vérifiable en regardant les avis concernant les Shutterstock, qui bien que n'ayant en apparence aucun lien avec le format des What the Cut, eux, contrairement à Clyde Vanilla, ont été extrêmement bien reçus. Donc, l'argument du entre guillemets la nouveauté déplaît toujours, fermez les guillemets, ne tient donc pas en prenant en compte ce que je viens de dérouler. Maintenant, concernant le contenu des commentaires des dits détracteurs, on retrouve plus ou moins les mêmes arguments que j'ai pu citer auparavant. Le rythme bien trop élevé de la narration, la relative médiocrité en comparaison à d'autres sagas audio, les blagues tombant complètement à l'eau dans le lourdingue et la puérilité, la frustration qu'Antoine Daniel n'écoute pas cette base d'abonnés qui par ailleurs n'est là que pour les rêveries absurdes d'Antoine, et son humour malaisant qui, comme dit plus haut, ne peut mûrir qu'en absence de trame. Maintenant, concernant les commentaires de soutien, ceux-ci sont de façon assez évidente écrits par la base la plus jeune du public d'Antoine Daniel. Il s'agit pour la plupart de commentaires constitués de phrases courtes, se résumant souvent à « trop bien » ou alors de réponses extrêmement agressives, dénuées d'argumentation sous les commentaires des détracteurs. Mais pourquoi donc cette approbation aussi massive de Clyde Vanilla chez les jeunes? Eh bien, en prenant en compte tous les éléments que j'ai pu exposer en amont, il devient assez simple d'expliquer ce phénomène. En effet, les jeunes, donc on va prendre une fourchette entre 8 et 14 ans, alors encore entre parenthèses, je parle d'une façon générale, il existe bien entendu tout un panel de contrastes à l'échelle individuelle, pas besoin de venir me sortir les exceptions confirmant la règle. Donc je disais, les jeunes, globalement entre 8 et 14 ans, premièrement, n'ont certainement jamais connu ce type de format qu'est un livre audio. N'ayant donc pas d'éléments de comparaison, exemple Reflets d'Acide ou Naalbuck, et il faut bien l'avouer, Clyde Vanilla n'étant pas non plus un navet, Antoine Daniel leur a donc fourni d'une bien belle manière un avant-goût, sans mauvais jeu de mots, de ce qu'est une saga audio. Ce format d'histoire étant tout particulièrement ludique et addictif, il n'est pas étonnant que des jeunes n'ayant jamais réellement été exposés aux sagas audio accrochent de façon inconditionnelle à Clyde Vanilla, qui comme dit précédemment, leur a donc ouvert et fait découvrir ce format de narration, ce qui entre parenthèses fait donc de Clyde Vanilla une demi-réussite, dans la mesure où Antoine Daniel a dû convertir au bas mot plus de 200 000 jeunes aux sagas audio, et ça je peux vous dire que c'est beau. La deuxième raison qui explique que Clyde Vanilla soit populaire sur l'audience jeune de Antoine Daniel est la suivante, et elle est plutôt simple. Le seuil de l'hilarité est atteint bien plus vite pour un jeune que pour un adulte, qui lui aura besoin d'une information bien plus subtile et paradoxale pour provoquer le buzz
bug du cerveau gauche. Ce qui veut dire que, malgré la trame bridant les rêveries absurdes de Antoine Daniel, celles-ci, donc les rêveries, monteront tout de même assez haut pour provoquer le rire chez eux et leur cerveau en construction. Maintenant, pour passer aux choses qui fâchent, j'ai cru comprendre que Antoine Daniel a consumé énormément d'efforts et d'argent dans ce projet qui est Clyde Vanilla, ce qui par conséquent implique qu'il s'attendait à un gros retour sur investissement. Je ne fais que supposer, mais cela me paraît logique quand on voit que lui, qui ne supporte pas de se faire rémunérer par ses fans, en est tout de même arrivé à ouvrir un crowdfunding sur différentes plateformes pour permettre à ses fans de faire des dons. Seulement voilà. Alors oui, j'en conviens, c'est toujours plus facile après coup de faire une analyse de la situation, mais en prenant en compte le public touché, on peut vite s'apercevoir que le business plan était complètement foireux. Et oui, le cœur de cible de cette série étant les jeunes, avec un peu de recul, il est évident que ceux-ci, en majorité, n'ont pas les moyens financiers de soutenir Clyde Vanilla. Donc oui, on n'a pas forcément de compte en banque ou de PayPal à cet âge-là. Ce qui veut dire, encore une fois, je ne fais que supposer en m'appuyant sur mon raisonnement et ma logique, que Clyde Vanilla n'a pas généré de bénéfices. Et je me demande même si Antoine Daniel a pu rentrer dans ses frais, ce qui est le minimum quand on s'attend à un retour sur investissement. Donc un investissement assez conséquent, vous en conviendrez, d'énergie, de temps et d'argent. Donc, pour résumer, l'impact de Clyde Vanilla sur la chaîne de Antoine Daniel, un très mauvais retour sur investissement. Donc je n'imagine même pas, après avoir autant travaillé sur Clyde Vanilla, l'état d'esprit actuel de Antoine Daniel, qui n'a jusqu'alors jamais réellement connu l'échec sur YouTube. Enfin, toute proportion gardée, on parle quand même d'une audience de 200 à 300 000 viewers. D'où peut-être le mépris de celui-ci envers sa base réclamant un retour d'Antoine Daniel dans le domaine humoristique. 2. Et là c'est déjà plus emmerdant. Perte du public edgy. Alors oui, j'aime pas les anglicismes, mais j'ai pas trouvé d'équivalent en français. Donc, perte du public edgy qui ne suivait Antoine Daniel que pour ses rêveries et son humour absurde. Ce qui veut dire que, à l'heure actuelle, le public de Antoine Daniel tend de plus en plus à ressembler à celui de Cyprien ou de Norman. Ah ouais, bah c'est ça aussi de mépriser son audience. Les gens n'ont pas fait volte-face, encore une fois, parce que tu as arrêté What the Cut, mais juste parce qu'ils ont bien vu avec quel mépris tu considères cet humour si particulier qui t'a rendu célèbre. Comme s'il y avait une hiérarchie et qu'un scénariste ou un auteur valait plus qu'un humoriste façonneur de meme. Donc, encore une fois, je peux me tromper complètement. Et peut-être que Antoine Daniel arrivera à concilier la narration avec son humour. Mais j'en doute très fortement. En effet, d'après ce que j'ai pu comprendre de la chose, les deux sont antagonistes. Comme le concept de liberté et de sécurité. Enfin, là, c'est une autre histoire, ça sera certainement pour une autre vidéo. Donc, encore une fois, les gens ayant floudé pour te dire de ne pas arrêter What the Cut n'étaient pas, comme tu sembles les décrire, des zélotes anti-changement formatés pour ne pas aimer la nouveauté, mais juste des gens ayant de façon consciente ou non vu ce mépris et ce glissement absurde, empli d'orgueil mal placé, de l'humour et la rêverie absurde vers la scénarisation et la narration. Cet appel à un maintien de What the Cut n'avait donc rien à voir paradoxalement avec le maintien des dits What the Cut. Et oui, tu pourrais, je sais pas moi, ouvrir du courrier, faire de la critique de films ou de séries, ou tout simplement décortiquer des phénomènes bizarres d'internet, les gens te soutiendraient comme avant, comme les Shutterstock qui ont été largement plébiscités. Donc je peux te dire que tout le monde attend le retour de Antoine Daniel sur un format dénué de trame, pour que l'absurde et la rêverie puissent à nouveau éclore sur la chaîne de Monsieur Antoine Daniel. Ah ouais, c'est bien dommage tout ça. On dirait bien que je suis reparti pour me cloisonner dans le YouTube anglophone en me contentant de iDubbbz, Ethan et Ella ou encore PewDiePie et autres pour me fournir ma dose d'humour edgy et absurde. En attendant que Antoine Daniel renoue avec ce pourquoi il sort du lot. Heureusement que Joueur du Grenier, qui par ailleurs a repris énormément de codes de Antoine Daniel, n'a pas aussi décidé de se reconvertir dans, je sais pas moi, le bruitage de films. Alors maintenant, éventuellement pour ne pas être que dans l'analyse et la critique, je vais proposer une solution qui me paraît viable, rentable et ludique, aussi bien pour Antoine Daniel que pour l'intégralité de son audience. Pas seulement une mince strate, comme c'était le cas pour Clyde Vanilla. Alors pourquoi pas créer un format constitué, comme pour les derniers What the Cut, d'une introduction sous la forme d'un court-métrage par exemple financé via Ulule, suivi d'une émission qui pourrait être autre chose que de la présentation de vidéos What the Fuck. Donc là, on pourrait insérer un concept complètement libre. Par exemple, Antoine Daniel pourrait tout simplement commenter ce qu'il a vu d'étonnant sur internet, comme un épisode sur la chaîne de Ethan et Ella, ou tout simplement comme iDubbbz, avec notamment son Kickstarter crap ou encore son opening de colis, ou encore, de façon plus large, de l'analyse ou de la critique de phénomènes sur YouTube qu'il soutient ou qu'il méprise.
ce format constitué à la fois d'un court-métrage et d'un pseudo What the Cut pourrait sortir, on va dire, 2 fois par an pour faire de grosses vidéos de plus de 30 minutes, ce qui laisserait le crowdfunding réellement prendre pour ne pas qu'il se retrouve en difficulté comme lors du What the Cut 37, où l'investissement avait largement dépassé le retour. Donc voilà, c'est plus ou moins ce que j'avais à dire sur un sujet que je trouve passionnant, car en effet, mon curseur concernant ce qui est important dépend d'un référentiel en perpétuel mouvement. En effet, tailler un silex requiert autant d'intelligence et d'habilité que pour jouer du piano. Pourtant, les gens ont tendance à hiérarchiser bêtement les sujets traités selon une hiérarchie de ce qui est sérieux et ce qui ne l'est pas. De mon point de vue, c'est toujours le contenu d'une analyse d'un sujet qui relève de son sérieux ou de sa pertinence, et non le sujet en lui-même, qui peut parfois être des plus triviales comme c'était le cas pour cette vidéo. Je vous en laisse juge, mais il serait tout de même dommage que je ne laisse pas mon avis dans ma propre vidéo. Vous avez déjà l'espace commentaire, vous allez pas en plus empiéter sur l'espace vidéo ? Bordel. Tiens, parlant des commentaires, ça tombe bien que le sujet revienne car je comptais en parler suite à ma précédente vidéo. En effet, j'ai été agréablement surpris de voir dans l'espace commentaire de celle-ci l'émission de contre-arguments parfois intéressants qui m'ont motivé à vous répondre et parfois même à converser avec vous. Si je pouvais fédérer autour de moi une communauté active sur le côté épistolaire de ma YouTube, cela me ravirait. Donc encore une fois, je vous encourage à laisser un commentaire le plus construit et argumenté possible, surtout si vous êtes en désaccord partiel ou total avec mes analyses, car, comme j'ai déjà pu le dire à certains d'entre vous, cela me permet de tester la solidité de mes arguments et de mes certitudes. Nous sommes là avant tout pour échanger et faire évoluer, faire grandir notre vision des choses concernant le sujet traité dans mes vidéos. J'ai besoin de vous et de vos retours pour évaluer la pertinence ou l'éventuelle véracité de mes arguments, donc je compte sur vous. Alors il est évident que ceux qui partagent déjà mon analyse sont bien entendu aussi conviés à participer aux éventuelles conversations, surtout pour commencer à répondre aux détracteurs. En effet, même si j'aimerais bien répondre individuellement à tous ceux testant mes arguments et mes thèses, je n'ai malheureusement pas 6 bras. Et le temps que j'investis pour répondre est souvent relativement énorme. Polir, aiguiser et retravailler ce que j'ai à dire avant de le balancer. C'est donc pour cela, entre autres, que je compte tester quelque chose. En effet, pour vous encourager à commenter et à argumenter, je noterai et prendrai le meilleur commentaire ou les meilleurs commentaires, alors les plus pertinents selon moi, pour y répondre en fin de chaque nouvelle vidéo. Donc à vos claviers si vous voulez apparaître dans l'une de mes modeste vidéo, pour peu que cette perspective vous motive. Je comprends que ce soit pas un objectif de vie d'apparaître dans la vidéo d'un putain de youtubeur microscopique. Donc, cette parenthèse fermée, retour à la prochaine vidéo. Comme dit précédemment, celle-ci portera sur le fonctionnement global d'une idéologie sur le cerveau humain, en prenant, bien entendu, comme exemple, les SJW et les modernes féministes des pays occidentaux. Dans cette vidéo, j'y apporterai un début de réponse quant à la façon de discuter et débattre avec les contaminés pour faire tomber le bandeau de l'idéologie et ramener des cerveaux à la logique et la raison. Bien. Alors, qu'est-ce que j'oubliais? Ah oui, je me suis ouvert un compte Twitter, donc si vous autres tweetos voulez éventuellement me suivre pour que je vous tienne au courant de l'avancée des vidéos, et pour que je puisse éventuellement vous relayer quelques infos intéressantes sur des sujets en tout genre, n'hésitez pas à me suivre. Le lien est dans la description de la vidéo. Bon. Cette fois-ci, je pense que j'ai réellement fini. Allez, salut bande d'humains, on se retrouve dans les commentaires sur Twitter ou dans une nouvelle vidéo.